Voilà, bonjour mesdames et messieurs, convergence et révolution culturelle, comme qui dirait, le retour aux sources africaines, les chemins de la Renaissance africaine, quels sont-ils et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique, à l'Afrique, pour l'Afrique, parce qu'il y en a nombreux à travers le monde, s'il vous plaît, qui parlent de nous, mais contre nous. Et donc aujourd'hui, nous en avons marre. Nous sommes donc dans cette Afrique du 21e siècle, en tout cas, on est loin de la conférence de Berlin, on est loin des indépendances. Aujourd'hui, la jeunesse africaine s'est levée. Aujourd'hui, il y a des panafricanistes. Aujourd'hui, grâce aux leçons du professeur Théophile Obenga, l'Afrique demande à quiconque veut lui donner des leçons quelle autorité, quelle légitimité, quelle compétence. Et il n'y en a pas plus compétent que nos invités sur ce plateau pour décortiquer la situation, sinon autopsier la guerre à l'est de la RDC. Sanglo pour Goma. C'est de l'écrivain Soni Zaou, qui nous avait écrit comme ça la Sanglo pour Luango. Et donc nous avons pleuré sur ce plateau pour Luango. Nos frères qui étaient partis en esclavage, ils ne sont jamais revenus. Il y a eu Sanglo pour beaucoup d'autres sujets. Et aujourd'hui, Sanglo pour Goma, parce qu'ici au Congo-Brazzaville, nous ne pouvions rester insensibles devant ce calvaire, cet enfer à l'est de la RDC. Chers invités, bonjour. Bonjour. Alors, la valeur de tout message dépendait étroitement de la qualité du messager. À tour de rôle, en 2 temps, 3 mouvements, dites au monde entier, qui vous êtes exactement par vous-même. Bien, mais moi, je suis Romy Kokilas, le présentateur de l'émission Marc Bazar. J'ai une formation d'historien et puis de stratégie en relations internationales. C'est ce qui me permet vraiment d'aborder ces questions aujourd'hui liées à la guerre de l'Est. Merci. Et surtout, vous êtes panafricaniste. Panafricanisme. Nous aimons ça. Panafricaniste, en tout cas, il faut dire inné. Romy Kokilas, est-ce qu'aujourd'hui, c'est bien que quelqu'un soit panafricaniste, que la jeunesse africaine soit panafricaniste, c'est bien qu'il y ait des panafricanistes à travers le continent et dans la diaspora? Bon, il faut dire, on ne le décrète pas, contrairement à ce qu'ils pensent. On est panafricaniste. Ah. C'est par ignorance qu'on ne l'est pas. Mais sinon, on est panafricaniste. Très bien. Lorsqu'on définit bien le panafricanisme, quand on a la peau black, on est de source africaine. On ne peut pas être autre chose sinon que panafricaniste de par notre culture ancestrale, d'abord. Très bien. Alors, monsieur à ma droite, qui êtes-vous exactement? À ma gauche, merci. Autant pour moi, comprenez mon émotion, parce que là, c'est du sérieux, du très, très, très sérieux. Et toute l'Afrique, toute la diaspora, le monde entier est tout oreille et tout oui. Donc, nous suivons. Alors, dites-nous qui vous êtes exactement par vous-même. D'abord, merci pour la énième invitation. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans ce studio en votre compagnie, en compagnie de Romy Kokilas, pour traiter des questions qui concernent notre continent, la diaspora en général, et parfois un peu le Congo dans lequel nous sommes. Mon prénom est Obambe, mon nom est Ngakoso, je suis militant panafricaniste. Donc toutes les questions qui de près ou de loin concernent le continent, qui concernent mes frères, mes sœurs, j'essaie d'apporter ma part, ma toute petite part, pour qu'on essaie d'avancer, qu'on sorte de ce trou dans lequel on est enfoncé depuis des siècles. Très bien. Il y en a qui sont aujourd'hui contre le panafricanisme à travers le monde. Obambe Ngakoso. Quelle réponse vous pouvez leur donner, qu'ils soient africains ou bien étrangers? Ceux qui ne sont pas africains, je n'ai pas de réponse à leur apporter. Je les comprends. Chacun doit suivre son bonhomme de chemin. Vous savez, il y a un peu plus de 10 ans, le Sénat français avait sorti un excellent rapport qui disait que le panafricanisme est un danger pour la France, pour l'Europe. Ah oui, c'est écrit. Allez sur Internet, vous cherchez, ce rapport existe. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nos anciens, nos devanciers, parfois avant même que je ne vienne au monde, les panafricanistes étaent combattus, étaient massacrés à travers le monde. Je n'ai pas dit au Congo, je n'ai pas dit sur le continent, mais je dis bien à travers le monde, où qu'il se trouvait à l'époque. On pourrait en citer à foison. Marcus Garvey, qui est peut-être le plus grand panafricaniste que l'histoire ait connu, a souffert avec le FBI aux États-Unis. Exactement. Gilles Christ Olympio, pas Gilles Christ, Sylvanus Olympio, le premier président du Togo, est assassiné juste au moment où il veut prendre le décret qui sort du franc CFA et qui crée une nouvelle monnaie. Exact. Donc, les panafricanistes ont l'habitude d'être vilipendés, massacrés. Sauf que la donne a changé. Il y a un éveil de conscience d'une part, et d'autre part, les oppresseurs, les ennemis ont de moins en moins de moyens.
Maintenant, ce qu'il faut faire pour eux, c'est écrire, raconter des bêtises, écrire, raconter des bêtises. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire à ces gens-là. Par contre, quand on est africain et qu'on se moque du panafricanisme, on est contre, il faut savoir que c'est comme si vous vous moquiez de votre propre père, de votre mère, de votre grand-père, etc., etc. C'est s'ignorer, en fait. C'est voilà, vraiment s'insulter soi-même et c'est marcher, cracher sur tous. Si nous sommes debout tous les trois ici, c'est parce que ces gens ont donné leur vie. Oui. Si nous sommes debout parce qu'ils se sont couchés en mourant. Si nos yeux sont ouverts, c'est parce que leurs yeux, on les a fermés. Et si on ne comprend pas ça, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Voilà mon résumé. Très bien. Donc, panafricaniste et fier de l'être. Le Romy Kokilas, autre chose, c'est Papa Wemba qui nous l'avait dit, Père son âme, Kinshasa, Braza et Zalimbo Kamoko. On ferait donner la chanson Kakae Balende, Kabula Bisso. On se rappelle de ça. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous confirmez que Kinshasa, Braza et Zalimbo Kamoko, c'est-à-dire c'est un même pays, un même peuple, oui ou non? À tour de rôle. La réponse est traditionnelle et historique. C'est des réponses, une réponse têtue, c'est une réalité têtue, c'est comme il a dit. Quand on nie cette réalité, ou on ne se connaît pas, ou on est oublié de soi, ou on est ignorant. Et quand on est ignorant à cette réalité, il faut se poser la question, qui suis-je? Alors, je vais répondre brièvement. Nous avons connu des royaumes, royaume Congo, royaume Téké, ne serait-ce qu'à se limiter entre les deux. Avant que le blanc n'arrive, à la période précoloniale, nous n'avons pas des États. Il n'y avait pas la RDC ou le Zaïre, il n'y avait pas le Congo, Brazzaville ou la République populaire du Congo. Nous étions des royaumes. Mais ces royaumes s'étendaient au niveau de toutes ces terres. Lorsqu'on vous parle du royaume Téké, quand on vous parle du plateau Téké jusqu'aujourd'hui, géographiquement parlant, mais c'est une zone, c'est un relief. Quand on dit plateau, c'est un relief. Mais il part de la RDC. Il passe par le Congo, Brazzaville, il va jusqu'au Gabon. C'est là où se sont installés les Tékés. Et quand vous étudiez les mouvements migratoires, vous verrez que les Tékés sont partis d'un même foyer au sud de l'Égypte et ont migré au fur et à mesure qu'ils passent. Chaque groupe s'installe jusqu'au Gabon. Mais c'est simplement parce qu'il n'y avait pas un État. Les Congos autant, les Vili autant. Alors, vous allez vous rendre compte, nous avons le fleuve au milieu. De part et d'autre, vous avez les mêmes langues. La même langue, le lingala, la même nourriture, les mêmes rites, les mêmes cultures, ainsi de suite. Au point où les Blancs ont du mal à faire le distinguo entre le Congo du Congo démocratique et le Congo ici. Mais c'est quand le colon, l'envahisseur, l'impérialiste, il dépaisse l'Afrique, il crée des républiques, c'est là où il saucissonne ses États, il éclate ses États. Vous avez Téké par ici. Est-ce que vous voyez, vous avez Téké là-bas, vous avez Congo ici, vous êtes Congo là-bas, et au nord du Congo. Et tu coûteras chez les Congolais dire Bino Bozaba Kinois. Ça ne se dit pas. On dit Congo, on dit Téké. Vous les avez partout. Et tout le long du fleuve. Et on le dit comme ça, vous êtes des Kinois de façon péjorative. Péjorative, c'est l'influence de la doctrine coloniale. Et quand on va s'habituer à dire ces choses, on va s'oublier. Et donc, aujourd'hui, Kinshasa, Brazzaville, Kamoko. J'ai écouté le générique de ton émission. Qui a chanté? Franklin Bukaka. J'invite les Congolais, les vrais patriotes, à revisiter Franklin Bukaka. Il a chanté en quelle année? Voilà. C'est un même peuple. C'est le blanc qui est venu séparer ce peuple. C'est là où ça pose problème. Et Zalimbo Kamoko. Très bien. Alors, Obama Dakoso, Kinshasa, Brazza et Zalimbo Kamoko. Donc, Kinshasa, Brazzaville, c'est un seul même pays. Qu'en pensez-vous? Quel commentaire? Pourquoi au Soudan, la langue officielle est l'anglais? Certains vous diront c'est normal, le Soudan a été colonisé par le Royaume-Uni. Pas seulement. Lorsque ces gens décident de saisir, de s'accaparer de nos terres, les envahisseurs barbares de l'époque, dont les Portugais, les Espagnols, les Français, les Italiens, les Allemands, les Anglais, même les Néerlandais, puisqu'ils sont arrivés en Afrique du Sud, on oublie souvent cela. Je prends ces 6 pays-là. Ils se sont livrés des batailles d'une violence inouïe en Afrique. Et ceux qui connaissent l'histoire de la France, ceux qui connaissent l'histoire militaire de la France, savent que la France n'a pas toujours gagné ses guerres, que ce soit à domicile comme à l'extérieur, comme on dirait dans le sport aujourd'hui. Et il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de Fashoda dans l'armée française. Il ne faut pas en parler, ça les gêne. Le syndrome de Fashoda, c'est une cinglante défaite infligée à l'armée française dans l'actuel Soudan. C'est-à-dire que si les Français avaient gagné cette bataille, le Soudan là,
qui était, il n'y a pas très longtemps, le plus grand pays d'Afrique avec plus de 2 millions de kilomètres carrés. Parce qu'il faut dire, à l'époque, on en avait 3. La RDC, l'Algérie et le Soudan. Avant que le Soudan ne soit découpé en 2, c'était le plus grand pays africain. Eh bien, si la France avait gagné cette bataille, les Soudanais parleraient comme langue officielle le français. Vous êtes chasseur. Votre petit frère est pêcheur. Votre grande sœur est agricultrice. Imaginons, je dis bien imaginons, papa n'a pas Koufi, donc vous n'êtes plus que 3. Vous êtes, voilà, il y a une case, chacun a sa case, chacun a sa maison. Le matin, vous voyez, vous saluez et chacun va vaquer à ses activités. Derrière vous, les envahisseurs barbares arrivent. À un moment donné, ils se disent, bon, mais écoutez, on a déjà beaucoup gagné. Le Français plante son drapeau, le Belge porte son drapeau, l'Anglais plante son drapeau. Le soir, lorsque vous rentrez, vous apprenez que vous êtes en territoire français. On dit c'est comme ça. L'enfant a tué et tout, bon, vous êtes vaincu, ainsi de suite. Votre sœur se retrouve en territoire belge. Votre autre frère se retrouve en territoire anglais. Est-ce que vous n'êtes plus frères et sœurs pour autant? Ah! Voilà le problème. Stanley, Livingstone, De Brazza, ce sont des gens qui n'étaient même pas britanniques. Ils se sont retrouvés en mission sur le terrain. De Brazza est un Français d'origine italienne. Il vient ici en mission. À un moment donné, un qui plante son drapeau sous la rive droite du Congo. Il faut comprendre que quand on parle de rive droite, c'est dans le sens de déplacement de l'eau. Alors, l'eau a quitté, on va dire, vers le nord là-bas. Ça descend, ça va jusque dans l'océan Atlantique. Donc, rive droite, c'est là où nous nous trouvons. Toutefois, c'est là qu'il plante son drapeau. C'est territoire français. Stanley, il plante son drapeau. Pas le drapeau américain, parce que Stanley est américain, mais le drapeau belge. Hop, c'est terminé. Et nous, bêtement, nous avons hérité de ça parce qu'on nous a répété ça pendant des décennies. Et nous avons une certaine fierté à revendiquer ça. Oui, nous avons été colonisés par un tel. Nous ici, on va revendiquer une certaine francitude, si je peux dire. Exact. Les autres vont revendiquer une certaine belgitude. Faisons que nous soyons étrangers l'un pour l'autre. Partout où vous allez, l'histoire vous rattrape. En avril 2016, lorsque Papa Wemba meurt, nous sommes une petite délégation d'auteurs congolais en Guinée. Il y a une activité littéraire qui doit durer quelques jours et on vient nous dire, Papa Wemba est décédé. On va ouvrir un livre d'honneur et chacun viendra signer les condoléances et tout. Nous, on est un peu embêtés parce que juridiquement, il y a usurpation là. Lui, il pensait que nous, on venait de Kinshasa. Ben, on a accepté, on a joué le jeu. Moi, j'ai dit, écoutez, Wemba, c'est notre frère. Déjà, en Guinée, ici, on est chez nos frères. À plus forte raison, Papa Wemba. À plus forte raison. On a ouvert le cahier, ils sont venus, ils ont signé condoléances. Mais quand certains Guinéens, des officiels, se sont rendus compte que nous, on ne venait pas de la rive gauche, mais de la rive droite, ils ont dit, de toutes les façons, le Congo, c'est le Congo. Je pourrais multiplier des exemples ainsi à l'infini. Un exemple, s'il vous plaît. Ça, c'est moi qui le vis. Je vis à Londres. Nous sommes en 85. Je suis à Londres. J'habite Londres. J'envoie un courrier au Congo-Brazzaville, à ma famille. Le courrier se retrouve à Kinshasa. 3 mois après, je fais la réclamation à la poste. Je vais à la poste, on me dit non. On ne comprend pas. Il y a un Congo. Et on m'ouvre le map-monde électronique. On prend le bâton. Où est ton pays? Et il y avait un grand RDC qui était là. À côté, il y a un petit pays. Je dis, mais mon pays, c'est là. Ils ont dit non. C'est un quartier de la RDC. Ça, ce sont les Anglais. Il y a eu un débat. Je n'ai pas compris. Je dis, mais j'ai bien mis mon pays et l'adresse. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller vérifier la géographie de ce pays, les langues, les populations. Ça se passe devant moi. Et ils ont constaté, ils m'ont dit, mais non, il fallait que tu écrives sur le courrier République populaire du Congo. Ça m'a énervé. Nous sommes en démocratie 85. On me dit, il fallait écrire, non, 95. Il fallait écrire 95. République populaire du Congo. Et là, il fallait écrire le Zaïre. Alors que nous sommes déjà en démocratie. Là-bas, c'est la RDC. Il fallait que je le fasse. Quelques minutes après, je suis reparti vers le conseil postal. Explique-moi. Il dit, mais vous avez un problème avec nous parce que nous ne connaissons pas cela. Il dit, c'est quel Congo? Which Congo? Which one? Il me montre, il me dit quoi? Ça, c'est un pays. Mais quand il examine, il constate qu'il me dit quoi? Vous avez les mêmes nourritures, vous avez le même peuple, tout ça. C'est là qu'il va se lancer à étudier les deux peuples. Il venait chez moi. J'ai frémi. Je ne voyais pas l'importance. Mais c'est à travers ce Scottish
que j'ai compris réellement que c'est un même peuple. Il y a quelque chose quand même qui me fait rire, parce que le Congo fait 342 000 km², l'Angleterre fait 244 000 km². Bon, donc nous, on est plus grand que l'Angleterre. On est plus grand que l'Angleterre. C'est aussi pour vous dire que c'est un manque de culture. C'est bon. Ça aussi. Ces gens, en réalité, ne nous connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils nous connaissent. Je répète, partout où nous allons, à partir du moment où vous avez une frontière commune, obligatoirement, de part et d'autre de la frontière, vous avez des familles. Je ne dis même pas le même peuple, mais vous avez des familles. Nous avons le Lingala en partage. Nous avons, bon, certains appellent ça le Kitubo, le Kikongo, peu importe. Vous allez dans le pool. Certains vivent ici, vont vivre, travailler en RDC. Et vice-versa. On pourra multiplier. Lorsque vous prenez les Mongos, quand un Mongo parle, si vous êtes attentif, les Mbossi, les Likwala, les Likouba comprendront des mots. Ils comprendront des mots. C'est des Ngala, c'est des Ngala. Oui, ils comprendront des mots. Lorsque les Ngombe parlent, là-bas c'est la même chose. Vous, ici, je répète, Mbossi, Akwa, Koyo, etc., vous comprendrez des mots. Mais sauf qu'en linguistique, profitons encore d'Obenga. En linguistique, on vous dit ceci, au bout de 30 ans, une langue change. À plus forte raison, si vous vous êtes séparés, elle est dynamique, 2, 3, 4, 10 siècles. Donc, en résumé, nous perdons notre temps à nous faire des guéguerres inutiles. Partout où vous irez dans le monde entier, au-delà des petites bisbilles toutes bêtes, des hommes d'ici épousent des femmes de là-bas, ils vivent ensemble, se marient, font des enfants et tout, 20, 30 ans, et réciproquement. Je suis étudiant au Maroc, je partageais la semoule régulièrement avec les frères d'abord du Zaïre, et ensuite de la RDC quand Kabila prend le pouvoir. On jouait les matchs ensemble, et tout le monde, Gabonais, Camerounais, Tchadiens, nous confondait. Et ce n'est que normal. Vous prenez un enfant du Gabon, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Congo, ils ne sont pas étrangers l'un pour l'autre. Je vais chuter là. Rapidement. Je vais chuter là. Un frère gabonais, il est même passé par ici. Lui, il est fan. Je le cite, Georges et Sono Meigné. Un jour, il me montre une fille camerounaise. Il dit, tu vois celle-là. Comme elle vient me voir, certains sont persuadés que je sors avec elle. Il dit, je vais te dire que je ne peux pas sortir avec elle. J'ai dit, pourquoi? Là, à l'époque, j'étais jeune, mais voilà, je bouillonnais, je voulais apprendre. Il m'a dit, nous sommes du même clan. J'ai dit, mais tu es camerounais, elle est gabonaise. Il dit, sors des frontières. Il dit, toi, tu n'aimes pas les frontières. Je dis, je n'aime pas ça. Il dit, sors de là. Nous sommes du même clan. Si je commets la bêtise de sortir avec elle ici et que ça se sait là-bas au pays, on va nous tuer. Vous voyez? Donc, malgré la frontière qui a été tracée, et je rappelle que le Cameroun a été, avant d'être français et anglais, allemand. La Songa, où nous sommes, a été allemande. Une partie de la Likwala a été allemande. Donc, en fonction de vos maîtres, vous êtes lundi une chemise, mardi un pantalon. Et soyez vous-même. C'est ça le plus important. Soyez vous-même. Alors, que dit la sagesse africaine, mesdames et messieurs? C'est pour ça que nous sommes là, que nous donnons de la voix en tant que panafricaniste du Congo. Brazzaville, Romy Kokilas, Obambe Gakoso. Que dit la sagesse africaine? Que recommande la sagesse africaine quand la case du voisin brûle? Est-ce qu'on sort son tam-tam et on se met à danser? Je ne sais pas s'il faut répondre à cette question parce que c'est dans notre, il faut dire, c'est dans notre psychique. Et vous allez trouver ça qu'en Afrique. Lui, il a connu l'Europe, tu as connu l'Europe. L'individualisme n'est pas africain. C'est la différence entre nous et les Blancs. Chez nous, même le fou qui passe, lorsqu'il s'arrête en votre village, vous lui donnez la maison. Vous lui donnez de l'eau, il dort. Peu importe ce qu'il est. Vous le laissez, il peut passer. C'est ce qu'on appelle l'hospitalité. Voilà, 4-5 jours, il s'en va. Mais lorsque, tel que nous venons de le démontrer, la case de l'autre brûle, nécessairement, naturellement, on doit aller en aide parce que la case de l'autre, c'est ma case. La preuve, en Afrique, on n'appelle jamais un papa par monsieur. On dit papa, même si ce n'est pas ton papa. Même si ce n'est pas ton père. À la première rencontre, tu vois l'âge, tu dis papa, bonjour. Maman, bonjour. Yaya, bonjour. Ce que vous ne trouvez pas ailleurs. Ça veut dire, en Afrique, on est un. On n'est pas individualiste, mais le tout fait un. Donc quand tu dis la case de l'autre, c'est d'ailleurs mal dire chez nous. C'est même pas aussi la case de l'autre. Voilà, c'est ma case. Voilà. Alors, Obambe Gakoso, est-ce que Gabonais, Centrafricains, Zambiens, Sud-Africains, Libyens, Égyptiens, qui d'autres encore, Zimbabwéens, Mozambiquais, peuvent se réjouir de la situation à l'est de la RDC? Alors, ou encore s'en foutre? Oui, non, alors, il y a deux choses, effectivement. S'il y en a qui se réjouissent, ça existe. Il y en a qui s'en foutent, ça existe. Oui, on va y arriver. Et quelle est la logique? Mais la logique, c'est que l'aliénation a atteint un niveau chez nous. Et quand je parle d'aliénation, je ne parle pas de la folie. Je parle simplement du fait de ne plus être soi-même. Aliénation, ça vient de s'aliéner. Ça vient de alien. L'alien, c'est l'étranger. Il y a un très bon film que les Américains ont fait il y a plusieurs décennies. Alien, en trois volumes, en 3 parties.
Et on vous présente effectivement des gens qui sont devenus étrangers à eux-mêmes. La réalité, elle est là. C'est que nous ne nous connaissons plus. Nous ne nous connaissons pas. Ce qu'il vient de dire est nous baignons dans l'ignorance. Dans l'ignorance de nous-mêmes. Dans l'ignorance de notre totale. Histoire. Je vais compléter ce qu'il a dit avant de bien répondre à votre question. Aujourd'hui, quand vous avez ça, à une réunion de famille, votre oncle se lève et vient vous saluer. Il dit, est-ce que tu me connais? Je suis ton oncle. Quand vous n'avez pas ça, vous arrivez, vous mettez à dire bonjour aux gens, on dit, tu es l'enfant de qui? Non, de ça, il faut le dire. L'argent. Mais c'est non, c'est là, oui, c'est l'argent. Vous voyez comment ça tue les gens. Donc, résultat des courses. Le Zimbabwéen, certains Zimbabwéens, pas le, mais certains Zimbabwéens vont se dire, bon, d'abord la RDC c'est loin. Ensuite, bon, le Rwanda, où est mon problème là-dedans? Or, celui-là, s'il avait un tout petit peu étudié l'histoire de l'Afrique, Voilà. vous prenez simplement ce qu'on appelle la ligne de front. Président Kenneth Kaunda, président Dos Santos de l'Angola, Sam Nujoma qui était le leader de la SWAPO mais pas encore président. Vous prenez Samora Moïse Machel. Je prends que ces 4 pays-là. Ce que ces gens ont fait, sans eux, le régime sud-africain raciste de l'époque serait arrivé en Afrique centrale. Et je sais de quoi je parle. Nous aurions vécu l'apartheid. Ils auraient pris nos territoires. Ils auraient pris ça, ils auraient arraché. Parce que derrière le régime raciste d'Afrique du Sud, il y avait la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis. Pour votre information... Pour ne pas dire la communauté internationale. La soi-disant communauté internationale. La fameuse. Pour votre information, Nelson Mandela, même après sa libération de prison, était toujours classé sur la liste des terroristes par le FBI. Effectivement. Et la CIA. Même après son élection en tant que président des États-Unis de l'Afrique du Sud, était toujours considéré comme un terroriste. Bon, nous trois ici, nous savons que Mandela luttait pour la liberté. Nous le savons. Mais les gens qui ont créé le mot liberté, qui l'ont inventé, qui l'ont mis à toutes les sauces dans tous les livres du monde, mais ils ont dit que Mandela et l'ANC c'était des terroristes. Donc c'est pourquoi à un moment donné, il faut comprendre nos frères qui se sentent indifférents ou qui s'en foutent. Oui, moi je les comprends, mais ce n'est pas totalement de leur faute. Le cerveau est formaté. Quand quelqu'un arrive à vous faire comprendre qu'il n'y a pas de différence entre votre sœur et la fille du voisin, c'est fini, il n'y a plus de frontières. Tout est ouvert et résultat, les gens peuvent mourir à Goma. Nous ici, bon, on vit, on dort, on mange. Génocide de 1994, combien de pays africains s'étaient émus de cela? Il y a eu la guerre en RDC dure depuis, allez, on va dire 96-97, donc bientôt 30 ans. L'Union africaine dit quoi? Écoutez ce que dit Moussa Faki Mahamat. Il appelle le M23 par mouvement politico-militaire, alors que ce sont des terroristes. Les mots ont un sens, hein? Si votre petit frère se met à vous appeler petit, c'est fini. C'est fini. Vous n'êtes plus des parents. Non. Vous n'êtes plus des parents. Si vous insultez votre papa, votre maman, c'est fini. Ce lien-là est brisé. Il n'y a plus rien. Donc, les Africains, nous remarquons, et que cette indifférence qu'on trouve dans la rue, ça se répercute au niveau de nos dirigeants. C'est comme si un mort à Goma, ça ne représentait rien. C'est comme si un mort à Bukavu, ça ne représentait rien. Et du coup, on a l'impression que dans les palais présidentiels, chez nos dirigeants, on dirait que, on a l'impression, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais en tout cas, la jeunesse africaine a l'impression que ça ne fait ni chaud ni froid à nos dirigeants à travers le continent. Alexis, nous étions enfants, nous étions adolescents. À un moment donné, on nous avait demandé de cotiser pour le Fonds africain. Exact. Qui était le président de l'OUA au temps du Fonds africain? C'est M. Denis Sassou Nguesso. Avant que lui ne soit président de l'Organisation de l'Unité africaine, on nous demandait de donner des boîtes de sardines, des cahiers, 100 francs, etc., etc., pour nos frères qui étaient là-bas. Question, qu'est-ce qui s'est passé pour tous les Africains entre cette époque et aujourd'hui? C'est comme très grande question. La grande question, c'est celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit indifférent à ce point? C'est-à-dire que vous avez même des Africains qui étaient en train de soutenir l'invasion du Niger par les forces de la CEDEAO. Donc, pendant que les terroristes massacrent dans tout le Sahel, la CEDEAO n'a même pas un soldat envoyé. Mais le jour où certains à Paris ont appuyé sur le bouton pour dire qu'il faut envahir Niamey, pour libérer le soldat Bazoum, hop, les mobilisation de la CEDEAO. Notre problème, il est là. On ne décide de rien, les autres décident de tout. Aujourd'hui, si vous prenez 10 armées africaines, 5 armées africaines, la guerre en RDC se termine en une semaine, en un mois. Très bien, complément d'objet direct. Il faut dire que, c'est vrai ce qu'il vient de dire,
Nous suivons de près l'attitude, il vient de le révéler, des États africains, de l'Union africaine, de l'élite africaine, surtout des politiques africains, cette naïveté que nous constatons. Nous ne voulons pas tomber dans le piège. C'est bien fait ce que tu as fait. Tu viens de, quand tu ouvres l'émission, tu nous emmènes dans les fondements. Exact, il faudrait que nous creusions là-bas. Mais c'est maintenant que je comprends pourquoi tu nous emmènes dans les fondements. Et personne ne peut nier l'origine des Africains. Personne. Alors, ce que nous vivons aujourd'hui à l'Est est l'attitude des Africains. Je voudrais travailler en comparaison. Mon frère, serait été en Belgique, quelle serait l'attitude de la France? Quelle serait l'attitude du Portugal? Quelle serait l'attitude de l'Italie? Que ferait l'Allemagne? À ce siècle, que ferait l'Allemagne? Combien même l'Allemagne de Hitler a écrasé le monde. Vraiment. Vous avez vu la célébration de la Shoah. Exact. Tous sont allés. Moi, je voyais l'attitude du patron allemand. Est-ce qu'il n'y a pas de frustration entre eux? Mais vous voyez le côté humain, fait qu'il se rabaisse, il doit se connecter avec les autres. Mais quand vous venez en Afrique, c'est l'unique continent. C'est l'unique continent qui travaille en s'oubliant. Et ceci, comme il a dit, au plus haut niveau des États. Or, au plus haut niveau des États, cependant, vous avez les Obenga dans ce pays qui ont fait tous ces travaux. Je suis un des étudiants d'Obenga. Ce que je vous dis est scientifique. On ne peut pas faire la politique en Afrique sans comprendre l'histoire de l'Afrique. Il a dit. Très bien. On ne peut pas faire... Oui, complètement. On ne peut pas. Bob Marley, un simple artiste qui a fouiné dans l'histoire de l'Afrique, mais dans les Caraïbes, dans un petit pays comme la Jamaïque, chante African Unite. Mais pourquoi il chante? Il a touché à ses écrits. Il a lu Kwame Nkrumah. Il a lu, il a compris. Il a lu Haile Selassie. Excusez-moi. Alors, quand il lit, il se rebelle parce qu'il se dit, je suis étranger chez moi, il faut que je fasse le go back to root, c'est-à-dire le retour vers les sources. Il découvre. Back to Africa. Mais vous voyez à quel niveau il a combattu Babylone. Parce qu'il a compris l'histoire. Mais quand ça se passe ici, nous sommes à l'Est. Alors, quelle est l'attitude des Africains? Je vous assure, moi je suis brut quand je parle de ces choses. Quand je vois sur la toile congolaise, sur les réseaux sociaux, les gens passent le temps à rire. Les gens passent le temps, surtout ici. Je ne sais pas si nous avons 5 km seulement. Vous sentez que les gens sont étrangers de l'histoire d'abord de l'Afrique, l'histoire de la traite négrière, l'histoire de la colonisation. Ils ne connaissent pas ce qui s'est passé en RDC. Ils se frottent les mains, ils s'amusent, ils se moquent même. Ils dansent. Mais c'est un géant, c'est un continent, la RDC. Si la RDC brûle, mais c'est les Blancs qui sont en train de faire l'analyse. Si la RDC brûle, si la RDC se déstabilise, je vous assure, nous disparaissons. Je prends mes responsabilités de le dire. Je le dis, c'est des choses que j'ai appris. Je maîtrise en histoire. Personne ne m'a appris dans la rue l'histoire de l'Afrique. Je sais, si la RDC brûle, il y aura une décadence dans la sous-région. Souvenons-nous, la Berlin. Le partage de l'Afrique, je me pose la question, pourquoi les États africains oublient leur histoire? Mais l'Afrique, il y a un grand projet qui date depuis la conférence de Berlin. On va y arriver. Alors, mais voilà. On va y arriver. Mesdames et messieurs, on aura compris. Un petit complément rapidement, ce qu'il dit. Le président Pascal Lissouba disait en son temps, n'oublions pas ça, si la RDC tous, nous nous enrhumons. Il le disait, enfin il disait pas la RDC, si le Zaïre tous, on est enrhumé ici. Voilà, donc mesdames et messieurs, on aura compris dans cette séance où nous avons planté le décor pour que nous allions dans les profondeurs de la chose, nous avons fait plongeon dans l'histoire. On aura compris que le professeur Théophile Obenga avait raison ou a raison sur toute la ligne en disant, voilà, en disant que le problème de l'Afrique, c'est aussi et surtout l'oubli. Nous oublions tout et nous oublions l'essentiel, même ce qui est vital pour nous. Ça, c'est de un. Et deuxièmement, aujourd'hui, la problématique qui se pose à tout le continent, à l'est de la RDC, voudrait que nous comprenions, comme Romy Kokilas l'a dit, ainsi Robambe Dakoso, qui touche à la RDC, touche à tout le continent. À tout le continent. Qui détruit la RDC, détruit toute l'Afrique.
il ne faudrait pas que nous disions que je suis à des kilomètres de la chose, ça ne me concerne pas. Avec Rudel Goma, nous allons voir de nos propres yeux, sinon revivre la situation à l'est de la RDC, sinon à Goma, pour que nous comprenions pourquoi ce plateau spécial a été décidé ici à DRTV et quels sont les enjeux dans l'analyse qui va être faite et surtout quelle est la conduite à tenir, quelle est la conduite panafricaniste pour chuter dans cette émission. Rudel Goma, Jonas Aoué, sinon Vulpian Kinzo. Attaque d'ambassade à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Plusieurs bâtiments, dont celui qui abrite la représentation belge, ont été pris pour cible. Les Congolais en colère dénoncent ainsi l'embrasement dans l'est du pays. Pascal Bustamante et Quentin Warlop. Les flammes devant l'ambassade belge à Kinshasa. Tension sur place, plusieurs centaines de personnes sont à l'extérieur. La Belgique demande rapidement l'intervention des autorités congolaises. Je m'en suis ouvert aux autorités qui ont réagi très rapidement pour envoyer des troupes sur place pour remettre de l'ordre. Je voudrais quand même signaler que personne n'a été mis en danger, donc il n'y a pas de blessés. Le feu a été mis à la porte d'entrée avec des pneus, des pierres ont été jetées, mais la situation est revenue rapidement sous le contrôle. Des scènes de chaos devant l'ambassade de France aussi. Guérite incendiée, pneus en feu, des manifestants frappent les murs, s'en prennent aux caméras de vidéosurveillance et tentent de pénétrer à l'intérieur. Nous revendiquons notre liberté sur notre sol, sur tous les plans. Et nous voulons que les rebelles qui se trouvent à l'est puissent quitter notre pays. Tensions et scènes de pillage un peu partout dans la capitale congolaise. Ici, des chaises, des armoires et même une machine à lessiver sont emportées. Le chaos dans les rues de Kinshasa. Les autorités de la ville tentent d'intervenir dans la confusion générale. Cible des manifestants, plusieurs ambassades étrangères. Ce que le Rwanda est en train de faire, c'est une complicité avec la France, la Belgique, les États-Unis d'Amérique et d'autres. Alors, les Congolais sont fatigués. Ce soir, l'Union européenne appelle à la protection des installations diplomatiques et condamne toute attaque contre des ambassades étrangères. Les armes qui parlent, Théo Roland et Benoît Feit. La situation était encore confuse ce matin dans les rues de Goma où des tirs se faisaient toujours entendre. Mais il semble clair ce soir que les troupes du M23, soutenues par l'armée rwandaise, occupent désormais une bonne partie de la ville. Les agences Reuters et AFP affirment également que l'aéroport est tombé entre les mains des assaillants. La population, elle, tente péniblement de survivre dans une ville qui semble plus que jamais coupée du monde. Nous demandons à la communauté internationale de nous parvenir en aide ou de chercher une solution palliative parce que la population souffre, il n'y a pas d'eau, même l'électricité. Plongés dans ce chaos, certains habitants ont commencé à piller des commerces, des habitations, des bâtiments publics et même l'entrepôt médical de la Croix-Rouge. Des scènes qui risquent de se reproduire dans les prochaines heures, faisant craindre des pénuries dont les conséquences pourraient être désastreuses. Demain, toute la population de Goma va être affectée. Certains, d'une manière ou d'une autre, mais parmi la population de Goma, les déplacés seront vraisemblablement ceux qui seront le plus affectés, en sachant que le M23 a une certaine aversion pour les camps déplacés. Et ce qu'on a observé régulièrement dans leurs avances, c'est qu'ils démantelaient les camps déplacés. Une population vulnérable, parmi laquelle les femmes sont systématiquement les plus exposées dans cette région où les violences sexuelles ont déjà fait d'innombrables victimes ces dernières années. Voilà, Romy Kokilas, Obambe Gakoso, nous autres nous sommes sans voix. Réaction à chaud, dites-nous ce que vous pensez de ces images, de cette situation extrêmement brûlante. Je suis content de me retrouver ici parce que je regarde très peu la télévision, pour tout vous dire. Donc voilà, je vois ces images maintenant. Évidemment, l'Africain que je suis est meurtri, ils se sont impuissants, mais. Il y a deux choses. Nos États ont signé des conventions. Convention de Vienne qui dit ça et ça. Donc il y a l'obligation de protéger le personnel diplomatique, les bâtiments diplomatiques étrangers qui sont chez vous. Exact. C'est ce que la RDC a fait. Mais en même temps, j'ai envie de dire, mais depuis 1997, l'Est brûle. Quand est-ce qu'on va protéger les populations de là-bas?
C'est bien ce qu'ils ont fait. Protéger, c'est normal. On est dans un monde où on circule, on va, quand on a la chance d'avoir un visa et autres, il faut protéger. Mais pourquoi dans l'Est, on n'envoie pas des hommes se battre? Il y a quelques années, il y a eu un brillant monsieur, Mamadou Ndala Mustafa. Un brillant colonel, lieutenant-colonel, le colonel, je ne sais plus. Il avait dit, donnez-moi ça, vous allez voir. Il a fait des exploits sur le terrain. Il est tombé au champ de bataille. Il est tombé au champ de bataille, c'est-à-dire que personne ne comprend comment son véhicule a explosé. Il est parti. Il était livré. Il y a un autre, malheureusement, le nom ne me revient pas. Il est en train de réaliser des exploits. Lui, c'est sous Kabila, fils, ou au début du mandat de Tshisekedi. Dommage, hein, c'est autant de Kabila. Voilà. Celui-là, on va l'affecter à 1000 km. Il travaille très bien. On l'affecte à 1000 km, c'est-à-dire au Bas-Congo. Là où il n'y a pas de guerre, il n'y a rien, les gens vivent, ils circulent, où il y a peut-être des problèmes de criminalité, mais cela se relève de la police et de la gendarmerie, pas de l'armée. Un autre vient de mourir. Il vient d'interdire la circulation des petites embarcations sur le lac Kivu. Donc, du sud Kivu vers le nord Kivu, plus de petites embarcations, parce qu'il sait que ces petites embarcations permettent aux M23 et à leurs alliés et à leurs soutiens de faire passer les armes. Hop, à peine il prend cette décision, 2 ou 3 jours après, il meurt. Donc, à un moment donné, moi, au-delà de tout ce qu'on peut dire avant ou après, moi, je me pose toujours la question de savoir quelle est la part de responsabilité de tous les dirigeants de la RDC depuis que cette guerre a commencé. Autant, on sait que Kabila père a été tué à cause de ça. On ne va pas avoir froid aux yeux. Kabila prend le pouvoir parce qu'il a Mobutu qui est très affaibli en face. Mobutu qui a été le pion des autres. Quand on n'a eu plus besoin de lui, c'est l'ambassadeur américain Bill Richardson qui le dit. Les images existent. Il le dit, monsieur le président, si vous ne démissionnez pas, votre cadavre sera traîné dans la rue. Mobutu s'est entêté. On s'en rappelle. Malgré son cancer de la prostate, et hop, il est parti comme un chien. Jusqu'aujourd'hui, ses restes sont au cimetière catholique de Rabat. Kabila, père, arrive. Bon, pour certains, c'était une libération. Pour d'autres, non. Moi, je ne suis pas encore dans ce débat-là. Je suis dans autre chose. Kabila arrive, on sait qu'il avait passé un deal avec les gens qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Sauf que le monsieur est un patriote. Il dit non, ça je donne pas, ça je donne pas, ça je donne pas. Paf, il est tué. Aujourd'hui, on ne sait pas réellement qui l'a tué. On nous raconte plein de choses. Le fils arrive. Il dirige le pays pendant de longues années. 10 ans de pouvoir, plus des années de 10 ans avec des élections, plus les années de transition. La vérité, c'est qu'il n'a pas pu arrêter cette guerre. La grande question, c'est, a-t-il voulu? Je ne sais pas. Je me pose beaucoup de questions. Il n'a pas pu arrêter cette guerre. Il s'en va. Tshisekedi fils arrive. Il fait un premier mandat. Je ne vois pas vraiment d'avancée significative. Je suis passé chez vos collègues de Tieleka il y a 2 ou 3 ans et j'ai dit ceci. La chance de la RDC, ça va être sa diplomatie. Si la diplomatie de Tshisekedi est très forte et très bonne, la guerre peut être gagnée. Aujourd'hui, sur le plan militaire, en face, les autres sont surarmés. Il ne faut pas arriver. Les autres sont surarmés. Aujourd'hui, l'armée de la RDC ne peut pas faire face. Parce qu'on se demande même, avec tout le respect qu'on a pour ces gens, je parle des militaires, de quelle armée la RDC, j'ai envie de dire, nous disposons pour régler ce problème. Goma, c'est 1 million d'habitants. Ce n'est pas 25 000, 50 000 habitants. Bukavu, c'est une très grande ville. Je fais un saut pour aller vers l'Europe. Les Européens se sont fait la guerre plusieurs fois, sur des siècles et des siècles. Ils se sont fait la guerre. À un moment donné, quand ils ont commencé à construire l'Europe, qu'ils appellent aujourd'hui l'Union européenne, l'un des objectifs, c'était qu'il n'y ait plus de guerre entre eux. Mais entre eux, ça ne concerne pas la Russie. Entre eux, ça ne concerne pas l'Ukraine. Ça concerne ces pays de ce bassin-là. Portugal, Espagne, Italie, France, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Autriche. Bon, les autres, on va voir. Et c'est réussi. Depuis 1945, ils se font des guerres économiques, mais ils ne se font plus des guerres armées. Non. La preuve en est que ce sont les mêmes qui ont mis l'ex-Yougoslavie à feu et à sang. Ils ont dépecé ce pays. Ils ont morcelé ce pays. Il ne reste plus que la Croatie qui est un bout de territoire, la Serbie qui est un bout de territoire, le Monténégro qui est un bout de territoire. Là, c'est l'objectif qu'ils veulent faire de la RDC. C'est ce qu'ils veulent faire. Mais c'est un plan qui date des années 50. La balkanisation de la RDC. Après la balkanisation du continent africain, il faut s'attaquer à la balkanisation des très grands pays. Le Mali, 1 200 000 km², il y a un plan qui existe pour balkaniser le Mali. Le Niger, 1 100 000 km², il y a un plan pour balkaniser le Niger. Si on va balkaniser des pays comme le Congo, le Gabon, le Cameroun, c'est parce que le Cameroun, c'est 475 000 km², même pas 500. Ils n'ont aucun intérêt. Leur intérêt, ce sont ces très grands pays. Ils ont réussi le Soudan. Ils ont échoué en Algérie, ils veulent faire la RDC, ils veulent faire le Niger, ils veulent faire le Mali. Retenez ça, tous les pays qui ont plus d'1 million de km² et où il y a de la richesse dans le sol, il faut les balkaniser. Alors, Romy Kokilas, quand vous êtes devant ces images-là, réaction à chaud. Voilà, réaction à chaud, effectivement. C'est très préoccupant parce que ce matin, nous suivons de près la réaction des Congolais vis-à-vis de ces informations. On aurait écouté que l'ambassade du Congo a été brûlée, ainsi de suite.
moi je dis ceci. Il faut se placer dans le contexte. Ce n'est pas le gouvernement de la RDC. Parce que le gouvernement de la RDC, le pouvoir de la RDC est préoccupé à la guerre. Ça, c'est une expression du peuple. Et je vous dis, la foule, la masse n'a pas d'âme. Elle est incontrôlable. Voilà, elle est incontrôlable. Et c'est pas, si nous sommes des frères, ça ne va pas nous surprendre. C'est pas une réaction officielle. Non, nous suivons ces choses pendant les matchs. Bata Bakolo, nous avons suivi ces choses. Pendant n'importe quel événement, même ici au Congo, les gens sont prêts à sortir. Bata Bakolo, ici, les gens sont montés. En RD, c'est la même chose. Mais là, ils sont en face de l'envahisseur. Je vais vous dire une chose. Réellement, si vous voyez bien, c'est pas le Rwanda qui fait mal à la RDC. C'est pas un secret. Moi, je suis souvent les débats au niveau de l'Assemblée de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on n'a pas écouté? Vous avez il faut dire des députés européens qui vous mettent la question de la RDC à nu. Surtout les Belges. Les Belges, ils le disent ouvertement, des spécialistes qui interpellent les États-Unis et tous ces grands qui pillent les matières premières de la RDC à travers le Rwanda. Et on ne leur répond jamais. Ça n'a jamais été répondu. Ils interpellent le président de l'Assemblée, ils interpellent l'Union européenne sur la question. Ce sont les Belges qui le disent. Mais quand déjà c'est l'Européen qui le dit, qui fait partie de l'Union européenne, mais le RDCien écoute, l'Afrique écoute, on comprend le plan. Le plan est vieux. Lui, il vient de le dire. Qu'on ne fasse pas semblant en Afrique. Alors, quand j'écoute Kigali, je me dis, mais franchement, est-ce qu'ils n'écoutent pas l'Union? Donc, le plan est pendu. Deuxièmement, sachez aujourd'hui que tous nous le savons, l'Afrique est sur la ligne de mire de par ses richesses de l'Occident. Il y a trop de projets sur l'Afrique. La réduction du taux de natalité. On veut l'Afrique sans les Africains. Attends, on veut, voilà. L'Afrique doit booster le développement de la haute technologie occidentale. Aujourd'hui, vous avez des fusées qui sont différentes que les fusées d'hier, mais la matière vient en RDC. Aujourd'hui, les matières premières sont le sang pour l'envoûtement de ces États. Ça, nous le savons, ce n'est pas nous qui les détectons, mais c'est eux-mêmes les Blancs. Parce qu'il y a des humains, il y a ceux qui sont très humanistes qui le disent. Mais les RDC écoutent. Alors, posez-vous une seule question. Qu'est-ce que le Rwanda peut en avoir avec la RDC? Vraiment? Ils peuvent avoir rien, il n'y a pas de problème. Mais un pays comme ça, c'est bien démontré. La géographie, l'économie me le démontre. Ce n'est pas à moi de le dire. Comme il a dit. Là, vous êtes dans les causes réelles de la guerre à l'est de la RDC. Il faut qu'on touche bien les causes réelles, sinon la cause réelle du conflit entre deux pays qui, normalement, sont des frères. Ils sont des frères. Vous avez les mêmes langues vers l'est. Parce que Tshisekedi, Kagame, c'est des frères. C'est des frères. C'est deux chefs d'État africains. Voilà. Donc il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, nous parlons de Rudel Goma, vous pouvez nous montrer en image ces chefs d'État en même temps. Nous parlons de Tshisekedi. Souvenez-vous du discours mémorial de Mobutu sur la table des Nations Unies. Comment il avait fustigé les États blancs. Mais il vivait ces choses déjà. Le projet de la balkanisation, du saucissonnement de la RDC date, c'est un vieux projet. Mais pourquoi alors ils ont trouvé l'occasion de l'exécuter maintenant? Sincèrement, les gens minimisent cette guerre. Mais les gens ne se rendent pas compte que, enfin, l'Occident a pénétré à travers ses alliés cette terre. Ça veut dire, ça ne sera pas facile. Parce que même s'il y a négociation, le Rwanda veut aller en négociation en position de force. Mais vous écoutez vous-même. L'Union africaine ne dit mot. C'est juste des condamnations. Des condamnations. Ils font comme les États-Unis faisaient vis-à-vis de Gaza. Alors qu'on crée la mort, on va y arriver sur. Vous faites un constat des réactions de ceux qui devraient normalement éteindre le feu. À côté, j'ai suivi Trump, c'est pas lui qui l'a dit, c'est son administration. Les Nations Unies. La diplomatie internationale a tendance à abandonner. Vous allez voir. Le Rwanda va monter en puissance jusqu'à occuper une bonne partie. L'idéal, c'est quoi? Je le dis clairement. Quand ils vont beaucoup envahir et ils vont créer un chaos, la RDC sera obligée d'aller en négociation et ils seront en position de force pour dire on taille ce territoire. Sarkozy l'a dit quand il était président. Voilà. Il l'avait dit. Sarkozy me l'a dit. Donc aujourd'hui, que l'on veuille ou pas, moi, ce qui me pousse à craindre, je dis bien le mot craindre, c'est parce que nous savons, à travers les dires des Occidentaux, que la RDC,
c'est un gros gâteau qu'il faut dépecer. Mobutu a résisté, il a été déboulonné pour ça. Tshisekedi est plutôt Kabila arrive. Mais Kabila est préparé pour déboulonner Mobutu. Il vient avec lesquels? Il vient avec les mêmes. Mais vous avez vu comment il a été lâché comme un petit chien, il a dit. Même pas 4 ans. Buté par les mêmes armées. Bref, alors, le point qui me reste à développer ici. Les gens disent l'armée de la RDC, non. Il y a un problème qui doit attirer notre attention. Il a dit. Rapidement. La puissance d'un État, c'est son armée. Mais qu'est-ce que nous constatons en Afrique? En Afrique, nous avons une conception erronée du pouvoir, contrairement à l'Occident. On ne voit pas la souveraineté nationale, mais on voit le pouvoir. Vous allez voir, quand Mobutu arrive, Mobutu déstabilise son propre armée. Il ne tient pas à organiser l'armée, mais il organise les ex-Swazimés à côté, mais il organise la garde républicaine. Il se fait former, la DSP, les grands généraux en Israël, pour protéger son pouvoir. Donc, le pouvoir a plus d'importance que l'armée. Le pays, vous comprenez? Alors, Kabila arrive avec des Kadogo, il fait autant avec des Rwandais à côté pour protéger le pouvoir. C'est le même qui vont le flinguer. Kabila fils arrive autant. Mais qui c'est qui dit quand il arrive? Mais il comprend la chose. Mais pourquoi on a une mémoire courte? Il comprend la chose, il fait virer tous ses généraux. Il manifeste le souci d'organiser l'armée. Mais l'armée ne s'organise pas en 6 ans, en 5 ans. C'est pas possible. Donc, c'est là mais le piège. Quand il se met à réorganiser l'armée, actuellement, c'est là où le Rwanda comprend qu'il faut vite faire. Il n'a pas une armée. Est-ce que vous voyez? Maintenant, regardez dans la sous-région. Pour chuter. Regardez dans la sous-région. Un pays, s'il est envahi aujourd'hui, il va résister avec quoi? C'est là où je dis la conception du pouvoir de gouvernement est erronée chez nous. Mais les Blancs utilisent ça. Évidemment, ils savent évidemment. Mais c'est ce qu'ils ont. Donc il faut une révision. Mais regardez donc. Donc nos armées africaines sont des armées de conservation du pouvoir. C'est des armées tout simplement. Voilà. Comme disait Ibrahim Traoré, en cas de guerre, on se rend compte que c'est pas vraiment des armées. Ce qui s'est passé avec l'AES, ils ont vite pris conscience. Pour tenir tête à la France et aux alliés de la France, ils ont pensé qu'il faut vite reconstituer les armées. Exact. Vous voyez comment ces 3 pays tiennent tête. Très bien, on va arriver lorsqu'on cherchera à la conduite à tenir, la solution et tout ça. Quelle solution que vous proposez comme ça là, à l'Afrique pour que nous sortions de cette affaire-là. Donc nous reviendrons certainement sur ces choses-là. Mais Obambe Gakoso, comme Romik a déjà essayé de le faire, si vous étiez donné, si on disait la guerre à l'est de la RDC pour les nuls, c'est-à-dire que nous comprenions les enjeux, qu'est-ce qui se passe exactement, que diriez-vous à tous ceux qui sont en train de danser, de boire, de manger tranquillement, qu'est-ce qui peut être la cause, sinon les causes réelles de cette guerre à l'est de la RDC? Un petit bémol sur ce que je venais de dire, c'est vrai que je suis parti un peu vite en besogne. Vous savez, la France, c'est 555 000 km². Mais souvent, les gens ne regardent que la France en Europe. La Guadeloupe, c'est la France. La Martinique, c'est la France. La Guyane, c'est la France. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la France. La Réunion, c'est la France. Mayotte, c'est la France. La Nouvelle-Calédonie, c'est la France. Et la France n'acceptera jamais, sauf si elle se retrouve face à quelqu'un de plus fort qu'elle, de céder un bout de territoire. Jamais. Et par contre, je parlais du Cameroun avec ses 475 000 km². J'ai oublié, il y a un mouvement sécessionniste au Cameroun, géré entre griffes par les anglophones depuis des décennies. Donc, je nuance un peu. Alors, si j'ai envie de dire la guerre en RDC pour les nuls, encore une fois, vous savez, en français, on dit que l'histoire repasse les plats. L'histoire repasse les plats, l'histoire aime bégayer. Et si vous êtes intelligent, vous allez vous arranger pour que vous ne souffriez pas des mêmes maux. Si on vous dit, vous avez 2 rivières, celle-ci vous provoque telle maladie, celle-là, on ne sait pas, mais apparemment, il n'y a pas de maladie. Il faut être un peu bête pour plonger tous les jours dans la rivière qui provoque des maladies. Le problème est là. Nous avons une organisation continentale qui est créée le 25 mai 1963. Retenez ce que je vais dire. 6 ans auparavant, le 6 mars 1957, Kwame Nkrumah prend le pouvoir au Ghana, d'abord comme Premier ministre, parce que le système ne permettait pas d'avoir un président. Dans son discours mémorable, je retiens ceci. L'indépendance du Ghana n'aura aucun sens tant qu'il restera un bout de territoire africain qui n'est pas libre. Voilà ce qu'un homme, né selon les biographies en 1909 ou en 1912, déclare en 1957. Donc il a peut-être 48 ans à l'époque. Voilà ce que ce monsieur dit. Il est plus jeune que l'âge que nous avons aujourd'hui par rapport à cette époque-là. Il a dit, nous devons nous battre pour libérer ce continent.
Il prenait le budget du Ghana et il finançait les mouvements de libération sur le continent africain. L'une des raisons qui fait que la CIA a organisé un coup d'État contre lui, c'est aussi par rapport à ça. Parce que trop, c'était trop. Il était un empêcheur de coloniser en rang, tranquillement. Donc le 25 mai 1963, jour de création de l'OUA, ils sont à Addis Abeba. C'est normal, c'est l'Éthiopie, le seul pays qui n'a jamais été colonisé. Honneur aux grands frères, si je puis dire. On nous signale qu'il nous reste 10 minutes. Voilà, bon, rapidement. Kwame Nkrumah propose la création des États-Unis d'Afrique et donc d'une armée africaine. Les Youlou et compagnie disent non, moi je vais être président chez moi. Voilà, c'est ça qui... Il se rend compte qu'il est minoritaire. Mais comme lui, il avait compris. Parce que souvent les gens nous disent non, 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 discutons. Il est minoritaire, il n'y a rien à faire, il sait que l'Afrique est perdue, il sort. Haïlé Sélassié, qui est la plus grande autorité au monde. Parce que je répète, les empereurs sont au-dessus des rois qui sont au-dessus des présidents. Il faut toujours le dire. Haïlé Sélassié sort, c'est pas le protocole. Il poursuit son frère, son jeune frère, il dit mon frère, reviens t'asseoir à la table. Kwame Nkrumah pleure. Haïlé Sélassié pleure. On a raté ses débuts. Chacun a voulu être chef chez lui avec une petite armée. Il a dit, Mobutu est là, Mobutu sert la soupe aux Américains. C'est ça. Sauf que, au bout d'un moment, Mobutu comprend, il veut que les choses changent. Donc, je vais aller de saut en saut pour dire que la RDC paye le péché originel des Africains qui ont refusé l'unité. Quand on refuse l'unité, on en paye le prix. Tôt ou tard, on en paye le prix. Mais comme justement Kwame Nkrumah l'avait dit, l'Afrique doit s'unir ou périr. Il n'y a pas le choix. Mais le fait que nous n'ayons pas compris cela, on va aller subir des revers et des revers. Très bien. Il a dit l'armée ne s'organise pas en très peu de temps, mais les pays voisins devraient aider. À chaque fois qu'il y a une initiative positive pour mettre la fin dans à la guerre dans cette région, il y a toujours des initiatives qui viennent de outre-océan Atlantique, outre-Méditerranée, pour venir mettre le grain de sel. Si on veut être sérieux, on doit dire, comme à la veillée, je veux m'arrêter par là, c'est notre veillée mortuaire. Tu es voisin, c'est bien, mais lorsque nous parlons dans la famille, le voisin n'a pas sa place. Non. Si je dois parler avec ma famille paternelle, ma famille maternelle n'a pas sa place. Qu'est-ce que ces gens viennent faire dans les négociations chez nous? Le gros problème est là. Très bien. Comme disait quelqu'un, si j'ai un problème avec ma femme à la maison, pourquoi est-ce que j'irais la déshabiller chez le voisin? Ça, c'est offrir sa femme au voisin. Mais comment? Alors, peu de temps il nous reste, sauf que, Romik, je vous rassure, je vous ferai revenir sur ce plateau pour que nous ayons une deuxième partie. Parce que point n'était besoin pour nous d'aller vite et de bâcler les choses. Non, nous voudrions bien que les gens comprennent. Donc, les panafricanistes à travers le continent ont aussi réagi, mesdames et messieurs. Nous allons donc, avec Ridel Goma, suivre cette réaction du docteur Timba, panafricaniste, qui aura réagi et nous aura dit à sa manière, avec son franc-parler, les causes réelles, sinon la cause réelle de la guerre à l'est de la RDC, pour que nous ayons la réaction des panafricanistes sur ce plateau. Ridel Goma. Non, elle n'est pas suffisante. Okay. En fait, il y a quelque chose. Je vous envoie ces deux cartes. D'accord. Vous verrez pourquoi j'ai dit. Celle-là permet de bien voir où se situe le Rwanda par rapport à la RDC. Peut-être la deuxième carte, la réalisation, pour qu'on voie. Voilà. Donc, je vous ai envoyé, déjà, en attendant, le Rwanda, c'est le tout vous petit voyez, point orange. Donc, vous voyez ici, ça permet de voir c'est quoi le Rwanda. Comment vous expliquez que ça, en orange, là, qui a quoi, 17 millions d'habitants ou 16 millions d'habitants, et ce qui est en vert, là, qui a officiellement 120 millions d'habitants, mais personne n'a allé compter les gens qui sont dans la forêt équatoriale là-bas. On sait aujourd'hui qu'ils sont autour de 200 millions d'habitants, en fait. Bon. Et vous savez que la manipulation de ces données permet à chaque fois de gérer en réalité les objectifs géopolitiques des grandes puissances. La RDC, on va vous dire qu'elle a 100 millions d'habitants depuis 30 ans. Donc, en fait, personne ne fait d'enfants là-bas, personne ne grandit là-bas. On ne sait même pas si les gens meurent, on ne sait pas si les gens naissent. Ils sont 100 millions depuis 30 ans. Comment vous expliquez ça? Bon. Donc voilà, et quand vous regardez les cartes que je viens de vous envoyer, vous comprenez en réalité quel est le problème. C'est pour ça que je lui dis laissez le Rwanda, c'est rien du tout. Mais à partir d'ici, vous comprenez quel est le problème. Mais le Rwanda est tout de même nuisible, même si vous l'avez. Non, c'est un instrument. Oui. C'est un instrument. Et voilà la première carte. Oui. Vous commencez à comprendre pourquoi le Rwanda est un instrument. La grande économie numérique aujourd'hui, quand vous le regardez, c'est du coltan. Et la grande transition monétaire dans le monde aujourd'hui, vous le voyez, c'est de l'or. Et quand vous regardez cette zone, il n'y a que ça. Vous n'avez que ça.
Donc il y a ceux qui veulent s'assurer de contrôler ces minéraux-là. Et c'est le contrôle de ces minéraux, en réalité, qui fait cette guerre-là. Et vous avez encore mieux. Vous voyez le lac là, le lac Kivu là, et vous voyez un peu plus bas là où il y a le Burundi, vous avez le lac Tanganyika là. Mais c'est des réserves inestimables de pétrole, d'hydrocarbures de manière générale. Mais c'est tout à fait normal puisque vous êtes en pleine zone équatoriale où il y a une biomasse extrêmement importante. C'est normal qu'il y ait ces dépôts, ces résidus qui aient fabriqué des hydrocarbures. Donc vous avez un endroit d'une richesse extraordinaire et dont les grandes puissances occidentales, le système de l'OTAN, veut simplement contrôler cette région parce qu'ils ont besoin d'or et ils veulent s'assurer que les Chinois et les Russes ne vont pas accéder à cet or-là et que le Congo ne va pas l'utiliser pour constituer sa monnaie et que le projet de la CEA, c'est d'avoir une monnaie unique, ce qui est un très mauvais projet. Il faut mieux avoir le besoin de créer un État, les États-Unis d'Afrique centrale, et d'avoir dans notre monnaie nationale. Ce n'est pas une question de monnaie unique, ça n'a pas de sens. Alors, vous voyez qu'il nous faudra des réserves en or pour ça. Et vous êtes là quand même à RDC, et vous avez un peu plus bas le Zimbabwe qui vient de créer le Z-Gold, une monnaie adossée à l'or. Et vous avez le coltan. Je n'ai pas besoin d'expliquer, nos caméras fonctionnent grâce à ça, les fusées, les gens vont dans l'espace, les missiles, nos télévisions, bref, toute cette économie sur laquelle nous sommes, les serveurs, les télécoms aujourd'hui, l'électronique, tout ça est basé là-dessus. Cette deuxième carte vous permet de voir l'Est du Congo, de manière générale. Et quand vous regardez l'Est du Congo, c'est quoi? C'est les diamants, c'est le niobium, c'est du cuivre, du coltan, du cobalt, de l'or, de l'uranium, du plomb, du zinc, du manganèse, de l'éthène, du charbon, du pétrole, du bois d'œuvre précieux, du caoutchouc. C'est ça que vous avez dans cette zone. Et, soit dit en passant, vous souvenez du couloir de Lobito, qui va lui-même arriver dans cette zone-là. Donc, vous avez en réalité une prise en tenaille de la RDC. Et ce n'est certainement pas le Rwanda qui a la capacité d'organiser ça. On va vous dire, oui, mais ils ont 16 millions d'habitants. Le Rwanda n'a pas les matières premières que la RDC a. Le Rwanda n'est pas un pays au sous-sol riche. C'est peut-être joli avec des vallons et tout ça, mais ça n'a pas cette richesse-là. Et ils sont 16 millions contre peut-être 200 millions de personnes qui vivent dans la RDC. Moi, vous expliquez que même simplement par le nombre, c'est-à-dire qu'ils peuvent se lever, vous tirez, vos balles vont finir, ils vont rester et ils vont vous battre. Comment se fait-il que le Rwanda terrorise ce pays? C'est pas possible. Et vous regardez Ngoma. Ngoma, c'est la grande capitale qui est la grande capitale de cette zone du Kivu. Et vous avez Uvira, vous avez Bukavu, etc. Toute cette zone. Donc quand vous observez tout ça, en réalité, ce n'est pas des mercenaires. Il n'y a pas de rebelles M23. C'est un mercenariat international exactement comme celui qui existe au Sahel, qui est organisé dans cette zone-là et qui cherche à prendre le contrôle de la... Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de prendre le contrôle d'une partie de ce pays-là et de faire proclamer son indépendance à cette partie-là. Donc, ils vont créer une république à cet endroit et ça va leur permettre simplement de contrôler les ressources naturelles. Mais il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ça qu'ils ont voulu faire dans les années 60, puisqu'il a failli y avoir une république qui était là. Le Katanga. Voilà. Le Katanga, on se rappelle. Alors donc, voilà, au point où nous en sommes, mesdames et messieurs, c'est une minute de conclusion pour cette première partie, parce que Romy Kokilas, Obambe Gakoso, vous rassurez toute la jeunesse africaine que vous reviendrez volontiers sur ce plateau pour une deuxième partie. Alors si vous était donné de conclure aujourd'hui, quand on a posé le décor, on a regardé la problématique, on l'a analysé pour que chacun sache ce qui se passe, si vous était donné une minute de conclusion pour cette première partie, que diriez-vous à la jeunesse africaine et au reste du monde? Alors, la jeunesse africaine, allez acheter le livre du professeur Obenga, Appel à la jeunesse africaine, qui est paru il y a quelques années. C'est un petit livre, il fait ça. Il dit tout là-dedans. Il faut s'unir. Il faut s'unir et il faut comprendre que quand c'est le voisin, il est à 2000, 5000, 10 000 km, ça ne va pas. Ça va vous arriver. L'effet papillon, on vous dit que quand un papillon bat des ailes en Chine, il peut avoir des conséquences en Amazonie. Mais à plus forte raison quand c'est chez nous-mêmes. Les gens meurent tous les jours. Nous avons un continent qui a un dynamisme impressionnant en matière de population. Donc les Africains ont intérêt à se lever. Donc jeunes, ne pensez pas que le Rwandais est votre ennemi. Rwandais, ne pensez pas que le Congolais de la RDC ou de ce Congo-ci est votre ennemi. L'ennemi,
nous le connaissons, il faut bien le cibler. Et quand on a bien ciblé, c'est comme en mathématiques. Quand on rate le domaine de définition, on a 0 sur 12. Le reste du devoir est raté. On va peut-être se rattraper avec 8, mais 8 sur 20, on est nul. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Alors, moi, ce que je vais dire, je reviens sur cela. Ce frère qui vient de passer, vraiment merci pour son analyse. Ça, c'est sûr de tout le monde. Désormais, si tous les pays d'Afrique savent que c'est l'Occident qui joue à la manette, quelle serait l'attitude des palais africains? Parce qu'aujourd'hui, que le Rwanda gagne sur la RDC, qu'on se suspende la RDC, qu'on crée un État, je veux dire un État comptoir, 2 ou 3, qui gagne, c'est l'Occident. Qui perd, l'Occident impérialiste. Voilà, c'est l'Afrique. Parce que les matières premières de la RDC sont à même de booster l'économie africaine. C'est le projet mondial, c'est le projet raté par Kadhafi, il est parti pour ça. Mais aujourd'hui, normalement, l'attitude des États africains de la sous-région serait que il faut faire face à l'Occident. C'est comme ça que se passe. Aujourd'hui, vous touchez le Portugal, vous avez tout ce monde. Vous avez vu comment ça se passe à Gaza. Ils ont été à même de fouler au pied le droit international. Voilà. Ils ont nargué le secrétaire général des Nations Unies parce que l'intérêt communautaire. Mais chez nous, la RDC souffre seul, personne n'aura. Mais un jour, je le dis encore, s'ils arrivent à réaliser ce plan, quel sera le sort de ces pays, des petits pays frettins? Mais sachez que nous avons aussi des matières premières. Quand ils auront conquis la RDC, ce grand continent, chez le reste des pays, ça sera fait. Donc, nous aurons à donner à l'Occident l'occasion de bâtir un deuxième plan de colonisation avec notre complicité. Très bien. C'est comme au jeu de dames, non? On bouffe un pion, on bouffe un autre, on bouffe un autre, et puis après, rien. Très bien. Alors, c'était donc avec plaisir, mesdames et messieurs, Sanglo pour Goma. Autopsie donc de la guerre à l'est de la RDC, comme pour dire qu'il est hors de question que nous soyons insensibles et que nous pensions que ça ne nous concerne pas. Et comme l'a su dire Obambe Gakoso, le Rwandais, la jeunesse rwandaise n'est pas adversaire ou ennemi de la jeunesse congolaise de la RDC, ni le Rwandais du Congolais, le Congolais du Rwandais. Et nous sommes tous africains. Si nous étions africains dans l'âme, si nous l'avions compris, si nous n'avions pas raté le départ, comme l'a rappelé ici au Babenga Koso, si nous avions préparé le fondement conséquemment, si nous avions respecté la consigne de Kwame Nkrumah, l'Afrique doit s'unir ou périr, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Ce n'est que partie remise comme pour dire trop c'est trop. Sortons donc de l'ignorance, parce que quelqu'un avait dit l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Et donc, Rafa, non seulement, et puis nous avons répété ça à l'école primaire, hein, il y avait une récitation dans le genre. Donc aujourd'hui, l'ignorance est un danger que la jeunesse africaine doit éviter pour ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. Au revoir et à la prochaine dans la deuxième partie de cette émission. Merci beaucoup.